Dans l'équipe de Fillon, on a décidé de passer à l'offensive contre Emmanuel Macron. Fillon qui continue sa campagne, qui était quelque part en Bretagne il n'y a pas longtemps. Eh bien, avec Brigitte Kuster, nous allons en parler ce matin, maire du 17e arrondissement de Paris et candidate aux législatives du mois de juin. Brigitte Kuster, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios du Figaro. Alors, vous pestez là, j'ai entendu ça, j'ai lu ça aussi, contre la loi anti-cumul. En fait, c'est dans le cadre de la loi du statut de Paris qui a été décidée dans la dernière partie de la législature. À croire que c'était une priorité majeure. Elle a été évacuée un peu d'ailleurs rapidement au goût des élus parisiens. Cette loi a pour principe de remettre le statut de Paris sur la table pour être au plus proche normalement des Parisiens. Et donc le maire d'arrondissement, à qui il serait logique que l'on accorde plus de pouvoir, eh bien, le statut de Paris n'en est pas ressorti vraiment gagnant. Alors mon coup de gueule, c'est qu'en effet, vous n'êtes pas maire de plein exercice quand vous êtes maire d'arrondissement, et en même temps, vous ne pouvez pas avoir un mandat national. Et il y a quelque chose un peu d'illogique. Comme si vous étiez maire de Paris, en fait. Et oui, et donc malheureusement, je ne me suis pas... Ça vous aura Alors, pas vous êtes candidate aux législatives. Oui. Ça veut dire que si vous gagnez les législatives, vous quittez votre siège de maire du 17e arrondissement. Restant élu du 17e. Et pour tous ceux qui ont la gentillesse de m'apprécier, je leur dis qu'il ne faut pas croire qu'ils vont comme ça se passer de moi, parce que je continuerai à être très présente évidemment sur le 17e. Et pourquoi vous faites ce choix ? Eh bien, parce que je pense qu'au bout de 9 ans de mandat municipal, quand on a la possibilité de porter haut et fort les valeurs de notre mouvement, de la droite, eh bien, avoir cette chance de le faire, eh bien oui, c'est pour moi, en effet, un échelon qui me paraît assez logique suite à un engagement local que je vais continuer parallèlement sans être maire. Alors, est-ce que Fillon est le seul à pouvoir avoir une majorité solide s'il est élu ? Contrairement aux autres. En effet une question qui apparaît maintenant dans le débat politique et lorsqu'on est élu. C'est la une du Figaro de ce matin. Oui, mais qui pour moi était majeure depuis bien longtemps. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, l'échiquier électoral, on voit bien que les choix majeurs qui nous sont présentés par Marine Le Pen, qui nous emmènerait vers un chaos économique et social. Parlons de sa majorité. Oui, mais pour emmener... le chemin qu'il nous montre fait que la majorité ne pourra pas être derrière. On a un candidat, Emmanuel Macron, qui n'est que pour l'instant une opération de recyclage d'élus de gauche principalement, n'aura pas non plus il y a des gens de droite sa aussi. majorité. Puis il y a des gens de la société civile. Eh bien, civile. ça ne forme pas une majorité. Et c'est en effet, pour répondre à votre question, François Fillon, qui à partir du moment où il est le plus cohérent dans sa démarche, où il est le seul qui porte un projet fort pour lequel il a été élu aux primaires, cette légitimité d'un projet fort qui, je le rappelle, était apparu à l'époque par tout le monde médiatique comme le meilleur. Jusqu'au deuxième tour de la primaire, parce qu'après ça a été ça reste toujours le meilleur. backtrap après. Oui, mais ça reste toujours le meilleur programme, ça reste toujours celui qui ira le plus loin, et c'est celui qui est le plus solide pour avoir une majorité, car vous pensez vraiment que les Républicains sont unis derrière ce programme ? Ah, je le pense profondément. Il a été enrichi, le programme, c'est ça ? Je le pense profondément, car contrairement à ce qui s'est passé à gauche, lorsque François Fillon a été élu, le soir même, Nicolas Sarkozy a fait une déclaration à nul autre pareil qui était claire, nette et précise. Alain Juppé s'est engagé de même. Ça n'a pas été le cas de la gauche. La gauche, son problème, c'est pas son programme. Restons à droite. Mais oui. Restons à droite. On peut rester à droite. Ça me va bien. Ils défilent, vous savez, ils viennent ici, les soi-disant soutiens. On aime bien vous voir. Mais c'est gentil. C'est soi-disant parce qu'il y en a beaucoup. Bon, il faut le service minimum quand même. On sent qu'il n'y a pas quand même un engouement pour François Fillon. C'est aussi simple. Vous les grondez ? Je pense que quand on est en ce moment engagé en politique, si on n'a pas compris que c'est maintenant qu'il faut s'engager à 3 semaines des élections, alors je pense qu'il faut changer de job. Si vous n'êtes pas convaincu que le projet que porte François Fillon est le meilleur, c'est-à-dire ce pourquoi, à l'élection suprême, lorsqu'on s'engage en politique, on commence toujours très jeune, normalement, militant et autres, on porte quelque chose, on va vers un idéal. Et cet idéal, c'est quand même la situation de la France en ce moment, dont on ne parle pas assez, et qui est dans un tel état que c'est pour ça que François Fillon a gagné aux primaires. Parce qu'il avait le programme qui était celui qui était sûrement le plus fort. 2 raisons de penser que ce programme, effectivement, est plus fort que celui des autres. Mais parce qu'il ne fait pas de demi-mesure. Les 35 heures, c'est clair et net. Et on arrête les 35 heures. Avec des négociations, vous le savez, de branches et d'entreprises. L'ISF, c'est clair, net et précis. On arrête cet impôt qui, on le sait, par milliards envoie de l'argent à l'étranger. Vous savez que dans le monde de la culture, ils ont très peur de la suppression de l'ISF parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est dégrévé de l'ISF parce qu'il va dans la culture. Est-ce que dans ce pays, à un moment, on peut estimer que ceux qui ont des moyens sont porteurs d'énergie et de pouvoir d'achat ? Parce que
Alors, ok, toutes les grandes marques, tout ce qui coûte l'excellence française d'un seul coup, alors qui devrait pouvoir acheter, en profiter? Non, on a besoin d'argent en France, on a besoin de garder les Français riches en France. Brigitte Kuster, pour ça, il faut qu'il gagne. Bah oui, et on est nombreux à vouloir le faire. Il est loin dans les sondages. Et oui, on est clair, il est loin dans les sondages. Vous croyez qu'il y a un vote caché? Alors, d'abord, les sondages, chaque fois qu'on en parle, on dit tout le temps, c'est juste le moment du sondage. Et puis surtout, mais comment on peut continuer à parler des sondages? À chaque fois, ils se sont trompés. Tout le monde ne cesse de le répéter sur Trump, sur le Brexit, sur les primaires. La seule chose qui est intéressante, c'est nous qui sommes sur le terrain, si on sent bouger les choses. Moi, il y a 1 mois, 2 mois... Vous le sentez bouger sur le terrain, il y a 1 mois ou 2 mois, je peux vous dire que je vous aurais dit, waouh. C'est compliqué. Là, il y a ce qu'on ressent. Alors après, je manque peut-être d'objectivité et je vois les choses parce que d'abord, je suis positive dans la vie. Donc les sondages, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la volatilité. C'est un mot qui apparaît maintenant dans le langage comme le vote caché. Je ne crois pas au vote caché. Ah, vous ne croyez pas? Non, je n'y crois pas. Je pense les gens que les n'ont gens pas honte de dire qu'ils votent pour Fillon. Non, ben, il ne manquerait plus que ça, qu'on ait honte de voter pour Fillon. Le vote caché, c'est quelque chose qui est apparu par rapport au Front National. Moi qui ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy au départ, on a voulu se rassurer avec ça. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche pour l'instant. Très sincèrement, le français, de manière générale, est devenu un zappeur. Un zappeur en matière commerciale, un zappeur dans sa façon de vivre. Moi, je l'avais étudié à l'époque quand je travaillais sur le tourisme. Un zappeur en matière touristique, il est devenu aussi un zappeur. Je le sais, j'ai beaucoup de gens de gauche qui ont voté pour moi au municipal. Les gens peuvent voter à une élection droite-gauche, ils vont voter, et là, surtout, je pense qu'ils prendront conscience de l'état de la France sur lequel il faut revenir et qu'à un moment, on n'est pas obligé d'adhérer à un homme, à un projet. On se dit quel est celui qui portera au mieux et surtout celui qui va redresser la France et surtout redonner du pouvoir d'achat et de l'emploi. Il sera président de la République, donc. Je le crois très sincèrement. Et avec toutes les affaires qui... Je ne vous l'aurais pas dit il y a 1 mois, mais maintenant je le crois. Ah, vous le croyez? Donc il y a un regain de dynamisme quand même. Je pense qu'il y a une prise de conscience et il nous appartient, dans les 3 semaines qui viennent, à faire comprendre aux Français l'enjeu de l'élection présidentielle. À ce propos, doit-il aller au débat, qui fait débat précisément, le 20 avril sur le service public, sur France 2 ? Il y a certains candidats qui ont dit « nous, on n'y va pas parce que c'est juste avant le premier tour et si jamais il y a une polémique, on ne pourra pas répondre. » C'est insupportable cette manière d'être. Mélenchon et Macron. Ouais. Eh bien, moi, je pense que plus il y a de débats, mieux c'est. Alors, on ne peut pas dire d'un seul coup. Ils sont 11, là. Oui, mais attendez. Alors ça, je peux revenir là-dessus. Plus il y a de débats, mieux c'est. Oui, je sais. Donc, moi, ça s'appelle prendre la poudre d'escampette. Et je suis très déçue par M. Mélenchon à ce niveau-là. J'aurais préféré que cet homme-là assure. On l'a connu plus vaillant. Là, c'est petit, hein, c'est petit comme réaction. Ouais. Donc, moi, je suis pour du débat, plus de débat. En revanche, les médias devraient proposer autre chose. Car quand on a vu la longueur du débat de 3 heures, on a quand même beaucoup de Français, plusieurs millions, ça a eu un succès. Donc il y a une attente, il y a une appétence pour le débat public et le débat politique. Et moi, je pense qu'on devrait faire plusieurs débats, mais même des débats avec des thèmes très précis, qui pourraient être des demi-journées entières, 2 ou 3 demi-journées. Voilà, on fait l'économie, on fait les thèmes régaliens, on fait le social, et tout le monde participe, et chacun, il va piocher. Mais attendez, les gens, ils vont plus travailler, ils vont être devant la télé tout le temps, là. Mais attendez, il y a des soirées, on peut faire plusieurs soirs, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a tellement de médias, il y a tellement de chaînes d'infos, chacun va dire son petit morceau, mais c'est très difficile. Vous recevez chacun 10 minutes, est-ce qu'il a le temps de s'exprimer? Non, et il faut de la confrontation. Tout à l'heure, c'était l'hypothèse où il gagnait, l'hypothèse où il perd, les Républicains explosent. Je ne pense pas que ça va se présenter comme ça. Ah bon. Je pense que le Parti socialiste explose. Je ne pense pas... Les Républicains, d'abord parce que je les connais bien, a un corps solide. Et là, il n'y a pas de fuite. Et vous êtes Wauquiez compatible, vous? Parce que Wauquiez, il a l'air de vouloir prendre le parti. Hein. Ah, je suis tout à fait Wauquiez compatible. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis Barouin compatible. Avec Nicolas Sarkozy derrière, à la manœuvre? Mais le problème, il ne va pas du tout se positionner par rapport aux hommes. Il va d'abord se positionner. Et moi, j'ai vu Laurent Wauquiez travailler lorsque Nicolas Sarkozy a quitté pour des raisons de primaire. Laurent Wauquiez à la tête du mouvement. Il a joué collectif dès le début. Ah oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr la ligne politique, mais c'est celui qui jouera collectif. Celui qui voudrait s'emparer du parti sans jouer collectif,
loupera, mais quel que soit son profil. C'est le plus brillant. Il appartient. C'est le plus brillant, ok. Je ne me permettrai pas d'aller porter des jugements des uns et des autres. J'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup d'entre eux. Je me sens très proche de François Baroin par sa manière de faire de la politique. Cette manière, justement, une discrétion, un humanisme. S'il y a un mot en politique dans lequel je peux me reconnaître, ça sera sûrement celui-là. Et on peut aimer des énergies, des gens qui sont des porteurs. Et je pense que Laurent Wauquiez a ce souffle-là. Mais arrêtons d'enfermer les gens dans des cases. Encore une fois, le collectif nous permettra de nous en sortir. Donc vous n'êtes pas inquiète pour les Républicains? Attendez, vigilance, surtout. Je ne suis pas inquiète parce que nous avons un corps solide d'élus, que les militants ne nous pardonneraient pas de recommencer à mettre à flot ou en danger notre famille politique, on l'a connu. Si Nicolas Sarkozy n'était pas revenu, Dieu sait dans quel état nous serions. Nous avons eu des guerres intestines. Je pense que nous serons assez en responsabilité, mais si nous devions être dans l'opposition, ce que évidemment je ne souhaite pas, il nous appartiendra à tous d'en tirer évidemment les conséquences. Mais très sincèrement, je pense que dans ces cas-là, nous serions une opposition d'une grande force. Néanmoins, je me positionne très sincèrement dans une majorité, mais une majorité aussi qui devra être active et non pas, j'allais dire, en support. D'accord. L'adversaire, c'est Le Pen ou c'est Macron? Le mot adversaire fait qu'il y a en effet différents candidats qui sont plus ou moins, bien sûr, dangereux pour la France. Macron, il est dangereux pour la France aussi? J'ai dit, il y a plus ou moins Je pense qu'il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas revenir et que, à ce stade, oui, bien sûr, il y a danger, mais il y a danger pour la France. Ce à quoi s'est engagé d'ailleurs François Fillon dès l'été. Alors, il y a une campagne là, qui est lancée par l'équipe de campagne précisément de François Fillon. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur les réseaux sociaux, il va y avoir des hashtags Macron Girouette, Macron l'héritier, Macronitude, qui fait référence à la bravitude de Madame Ségolène Royal. Vous aimez ce genre de pratique-là? Vous allez Non, je la pratiquerai pas. Non, vous la pratiquerez pas. C'est pas votre chose, ça. Non. C'est pas votre. Je fonctionne pas comme ça. Oui. En fait, c'est inélégant, c'est quoi? Non, c'est le jeu des réseaux sociaux, mais c'est pas le mien. Si je fais hashtag, je vais faire hashtag politique de redressement, je ferai hashtag victoire et je fais des tweets positifs. Oui. Vous vous occupez de votre candidat? Je m'occupe, oui, du candidat. Et puis de temps en temps, en effet, je peux m'étonner de positions des uns et des autres. Quand on voit, par exemple, François Bayrou, je me suis empêchée de tweeter, qui parle que c'est maintenant le camp des réformateurs qui se met... Mais attendez, de quoi parle-t-on? C'est le camp des ventres mous là, qui est en train de se mettre en place. Les ventres mous, là. Le camp des réformateurs. Celui qui va le plus réformer, celui qui va aller au bout, c'est François Fillon. Et on a François Bayrou qui d'un seul coup nous parle des camps des réformateurs et des progressistes. Ah oui, et j'oublie, en général les progressistes, c'est toujours mieux. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Les tweets, c'est sympathique, on est obligé d'en faire. Je sais que les réseaux sociaux, c'est important. Mais... discréditer systématiquement l'autre en politique, c'est aussi se discréditer soi-même. Et je pense qu'il y a assez en ce moment sur la classe politique pour qu'on ait aussi envie de porter un élan. C'est pas votre pratique. On l'a compris, c'est Brigitte Kuster qui répondait aux questions du talk et maintenant qui va répondre à vos questions, chers internautes, avec Mathilde Sirot qui vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Mathilde. Bonjour. Il y a un candidat dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui fait une percée quand même assez remarquable depuis quelques semaines. Est-ce que c'est un candidat qui vous fait peur pour François Fillon ? Non, mais je ne réagis pas comme ça en me disant il fait peur. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi éventuellement Nicolas Dupont-Aignan est en train peut-être de prendre plus la lumière qu'il ne l'a prise au dernier scrutin. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi les gens éventuellement à un moment iraient vers lui, comme pourquoi les gens vont aussi vers Mélenchon. Il y a quand même aussi une interrogation. Je n'ai pas la réponse et quelque part, il est sur des thématiques qui sont des thématiques, j'allais dire, régaliennes avant tout. Et qui sont des thématiques qui sont par rapport à l'Europe énormément. Oui, ça veut donc dire qu'il relaye une inquiétude forte d'un électorat. Il nous appartient à tous, dans ces cas-là, de mieux expliquer le rôle de l'Europe. Est-ce qu'il vous inquiète, justement? Et vous n'avez pas répondu concrètement. Il ne m'inquiète pas plus que ça. Et puis j'ai la chance de bien connaître Nicolas Dupont-Aignan parce que nous avons été ensemble, et peu de personnes le savent, mais Nicolas a été au cabinet de Michel Barnier, ministre de l'Environnement. Nous y étions ensemble et à l'époque, nous avons partagé de grands combats qui étaient des mots comme éco-citoyenneté. Et ces mots-là, d'ailleurs, devraient être beaucoup plus présents dans la campagne.
Une autre question sur votre adjoint, Jérôme Dubu, qui a rejoint Emmanuel Macron. Comment vous vivez cet événement politique et comment ça se passe au Conseil de Paris avec tous ces élus qui partent chez En Marche? En fait, le problème va se poser surtout à gauche. Puisque mais là, ça vous concerne concrètement? Oui, je vais vous dire quand même tout ça, parce que la majorité fait que... Hier, j'ai appris que je crois qu'ils étaient 19 en tout. Donc, cette majorité qui éventuellement sortirait du Conseil de Paris avec des gens de gauche, des gens de droite, je leur souhaite bonne chance, parce que moi, ce que j'ai vu avec Jérôme, c'est qu'à partir du moment où il va vers Macron, ce qui est un choix pour moi très surprenant vu son parcours, que je ne m'explique pas d'ailleurs, mais par ailleurs je respecte, c'est que où il est encore dans la majorité municipale du 17e et dans l'opposition municipale, c'est son mandat local. Mais il ne pourra pas utiliser son mandat local après, en étant dans la majorité municipale. Il faut que chacun soit dans une cohérence. C'est la seule chose que je demande, une cohérence et surtout une honnêteté vis-à-vis des électeurs qui nous ont élus. Il a été élu sur ma liste. C'est une liste, si vous voulez, toutes les personnes qui, à un moment, changent de trajectoire. Je les respecte quand ces personnes ont été élues sur leur nom. Parce que mais vous avez toujours un parti qui vous aide. Et quand vous avez été élu sur une liste, j'ai vu que... Comme c'est le cas de Jérôme Dubu. Comme c'est le cas de Jérôme, mais comme c'est le cas d'autres personnes, de sénateurs souvent. Moi, j'ai eu... Les sénateurs, ils sont élus, à moins d'être tête de liste, ils sont élus parce qu'ils ont été portés parce qu'un mouvement leur a fait confiance. Et partir en cours de mandat vers un candidat différent, ça s'appelle une trahison. Vous lui avez dit à Jérôme Dubu ? Non, je lui ai fait part de ma déception. Jérôme est un ami. Jérôme sait très bien c'est pas quelque chose qui m'a fait plaisir. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a Solo là qui dit Fillon peut remporter la présidentielle et les législatives, vous par exemple, mais ne risque-t-il pas un troisième tour social? Mais je crois que la situation de la France mérite en effet qu'on soit inquiet, quel que soit le président, de ce qui va se passer. Donc il ne faut pas sous-estimer la situation de la France. Je suis même parfois moi-même étonnée que ça ne soit pas plus tôt, quand on regarde les chiffres, la très grande précarité actuelle. Donc, le troisième tour social, quel que soit le candidat, il y aura des mesures à prendre. Mais je pense que si la période de turbulence que nous avons connue a révélé quelque chose, c'est bien la force de caractère de François Fillon. Et justement, il faudra... vous a surpris ? Je pense que vraiment l'homme a une grande résistance. Et cette résistance-là, elle sera un atout majeur quand il faudra prendre des décisions qui ne seront pas obligatoirement populaires au départ. Mais elles le seront de fait parce qu'il y a, il y a un objectif, il y a une difficulté, il y a des efforts à faire, mais pour que ce soit mieux et que pour nos enfants vivent mieux et que nos retraites soient assurées. Une toute dernière question sur l'élection présidentielle de cette année, qui est assez particulière. Est-ce que vous pensez que le Front républicain existe encore, ce réflexe pour la droite de voter à gauche si elle se retrouve face à Marine Le Pen ou au Front National, et pareillement pour la gauche de voter pour la droite face au Front National? Est-ce que ça existe encore pour vous? J'aurais tendance à dire oui, oui. Oui. Vous, ça sera sans problème? Personnellement, oui. Macron-Fillon, Macron-Le Pen, vous faites quoi? Alors moi, comme je suis politique, vous savez, on n'envisage jamais les mauvais deuxièmes tours, mais je crois que mon discours a été assez clair tout à l'heure. D'accord. C'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Brigitte Kuster, qui est maire du 17e arrondissement de Paris et qui, par ailleurs, est candidate aux élections législatives qui auront lieu le 10 et le 17 juin. Merci Mathilde. Dans le 11 et le 18. Le 11 et le 18, voilà. Et puis sinon, il y a le meeting de François Fillon dimanche prochain à 15h à Paris. Vous savez tout.